Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents en nombre encore ce soir pour cette nouvelle conférence dans le cadre de l'Unipop Histoire sur l'Allemagne, cette puissance coloniale méconnue, ou une puissance coloniale méconnue. Pour cette conférence ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir notre intervenant, donc Olivier Bézet, que je vous demande d'accueillir. Merci pour lui. Qu'on est très heureux de recevoir ici à Pessac pour la première fois, je crois. Alors, vous êtes maître de conférence en études germaniques à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, si Exactement. je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Allemagne au 19e, 20e siècle, de l'histoire du sionisme aussi, oui, et puis de l'histoire coloniale allemande en particulier, ce qui va nous intéresser ce soir. Alors l'Allemagne, c'est pas forcément la puissance coloniale auquel on pense en premier lorsqu'il s'agit de traiter ce sujet. D'une part aussi parce que finalement l'empire colonial allemand a disparu assez tôt, après la Première Guerre mondiale. Oui, commencé tard et parti vite. Voilà. Et pourtant, il a bel et bien existé. Il a existé, avec, il a laissé des traces. Avec des possessions à la fois en Afrique, on pense au Togo, au Cameroun, à des possessions aussi en Afrique de l'Est, et puis à la Namibie, dont on parlera aussi tout à l'heure. Je parlerai surtout de l'Afrique aujourd'hui. Mais il y avait des possessions aussi dans le Pacifique et en Chine. Chine, Pacifique, Nouvelle-Guinée notamment. Exactement. Voilà. C'est une histoire méconnue et puis peut-être aussi méconnue en Allemagne finalement, mais ça a changé ces dernières années. Ça change depuis surtout 10 ans, 20 ans. Depuis le tournant du 21e siècle, ça change beaucoup. Avec aussi la reconnaissance du génocide en Namibie en 2021. Voilà. Donc très bonne conférence, je vous laisse vous installer. Merci. Et puis à tout à l'heure pour les questions. Alors. Et merci encore de cette conférence et d'être venu à Pessac. Voilà, donc le thème a déjà été introduit, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus en matière d'introduction, mais ce que je vais commencer par faire, c'est vous parler de la colonisation avant la colonisation, ou plutôt ce que j'ai appelé les préliminaires à la colonisation. Vous voyez derrière moi le plan du cours de ce soir. Et donc, on va commencer tout de suite par la première partie, pour entrer dans le vif du sujet avec ces préliminaires à la colonisation. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'avant le colonialisme allemand proprement dit, il y a eu des participations d'Allemands à la dynamique d'expansion européenne. Et elles ont pris plusieurs formes, elles ont commencé très tôt. L'exemple le plus frappant, c'est cette colonie fondée par des Allemands au XVIe siècle, dans l'actuel territoire du Venezuela, et qui résulte d'un accord passé entre un riche négociant d'Augsbourg en Bavière avec l'empereur Charles Quint, qui lui accorde en 1528 l'autorisation de coloniser une possession espagnole, donc qui relève de sa souveraineté, et qui lui accorde cette concession en garantie d'un emprunt qu'il a contracté auprès de ce riche négociant. Et cette colonie va exister pendant quelques années, de 1528, on parlera plus du 19e siècle tout à l'heure, de 1528 jusqu'à 1556. Donc ça permet aussi de voir tout simplement quelque chose qui est que, quand on parle de conquistadors, on a toujours à l'esprit des Ibériques, des Espagnols notamment, mais parmi les conquistadors au Nouveau Monde, il y avait aussi d'autres nationalités représentées, dont des Allemands dans cette région d'Amérique du Sud. Une deuxième forme de participation à la dynamique d'expansion outre-mer européenne, c'est ce que j'ai appelé ici des initiatives privées de princes. Et je rappelle, je suppose que c'est un fait connu, mais que l'Allemagne a été un État-nation qui s'est unifié tardivement, en 1871, mais aussi une puissance coloniale étatique, disons, tardive. Ça commence, on le verra tout à l'heure, en 1884. Et que, par conséquent, les premières tentatives de colonisation ont été le fait d'individus, d'aventuriers, de négociants ou de princes, et qu'elles sont venues se greffer sur des réseaux, notamment des réseaux commerciaux préexistants, notamment le commerce triangulaire mis en place par les grandes puissances maritimes. Et dans ce contexte-là, existent sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, notamment, des petites, parfois très petites possessions allemandes, notamment à Ouida, au Bénin, un grand port du commerce triangulaire,
d'où sont partis beaucoup d'esclaves vers le Nouveau Monde, il existe une sorte de nano-colonie allemande, c'est quelques immeubles qui appartiennent à des Allemands qui participent au négoce à cet endroit-là et à la traite esclavagiste. Et le prince électeur de Brandebourg lui-même, à titre personnel, acquiert des territoires, enfin des terres plutôt, des terrains même, et sur les côtes occidentales de l'Afrique, notamment dans l'actuel Ghana, dans le but de participer lui-même au commerce triangulaire et à la traite. L'exemple le plus connu, c'est celui de ce comptoir et de ce fort qui s'appelle Groß-Friedrichsburg et qui est dû en fait à un engouement personnel du prince pour les questions maritimes et commerciales, et ce qui s'explique en partie par sa biographie et une sorte d'affinité personnelle avec la Hollande et les Hollandais. Et c'est tellement personnel d'ailleurs qu'une fois qu'il meurt et que son fils puis son petit-fils lui succèdent, l'intérêt pour la colonie disparaît, mais la colonie elle-même finit par s'éteindre un petit peu d'elle-même aussi. Elle est revendue à des Hollandais au début du XVIIIe siècle. Parmi les autres personnes, parmi les autres individus qui participent à la dynamique d'expansion, je vous montre simplement le fort en question de Groß-Friedrichsburg, qui existe toujours, qui se visite maintenant au Ghana, et deux dessins pour illustrer cela. Parmi les autres types d'individus, disons, qui participent à cette dynamique d'expansion, il faut évidemment citer aussi les explorateurs qui participent à l'acquisition de savoir sur les populations, les paysages, les possibilités d'exploitation économique, et qui produisent des savoirs qui vont s'avérer utiles, pas toujours délibérément d'ailleurs, c'est pas toujours le but de l'exploration, mais qui vont s'avérer utiles à la colonisation ultérieure. Alors un exemple frappant dans le cadre allemand, c'est celui de Heinrich Barth, et c'est d'autant plus frappant que, encore une fois, c'est un Allemand, mais qui mène une exploration, qui dirige une expédition pendant 5 ans, entre 1850 et 1855, pour le compte de commanditaires britanniques. Donc c'est un Allemand qui, en fait, achève une expédition qu'il a commencée avec un Britannique qui s'appelait Richardson, et le Britannique meurt en cours d'expédition, et il finit l'expédition tout seul, mais pendant plusieurs années. Et Barth fait partie, vous voyez l'itinéraire en rouge de son voyage sur la carte. Il part du nord de l'Afrique, il descend jusque dans la région du lac Tchad et fait partie des premiers Européens à avoir pénétré dans la ville interdite aux musulmans de Tombouctou, aux non-musulmans, pardon, de Tombouctou, dans l'actuel Mali. Un quatrième type d'individus qui participe à cette dynamique d'expansion, en tant que personne privée allemande, mais intégrée dans des réseaux à la fois d'exploration, d'appropriation, de diffusion de culture et de langue et de religion, ce sont évidemment les missionnaires. Et les Allemands, comme les autres nationalités européennes, envoient aussi, enfin, disons que des sociétés missionnaires ou des ordres missionnaires allemands envoient des prêtres ou des pasteurs pour évangéliser, christianiser les continents lointains, les populations des continents lointains. Et un exemple de cette activité en Allemagne, c'est par exemple ce qui s'appelle die Rheinische Missionsgesellschaft, donc la Société des missions du Rhin, qui est active dès les années 1820 en Afrique australe, donc dans des possessions britanniques, encore une fois, et dans lesquelles on retrouve aussi beaucoup de Hollandais, puisque ce sont des territoires qui deviendront longtemps après, enfin pas si longtemps que ça, mais quelques décennies après, l'Afrique du Sud. Voilà pour le premier point. Je suis passé assez rapidement là-dessus, mais c'était un petit peu pour planter le décor, pour rappeler qu'il n'est pas nécessaire qu'un État soit lui-même une puissance coloniale qui possède des territoires sous son drapeau, en quelque sorte, pour que des individus qui sont des ressortissants de cet État participent à des entreprises de type colonial dans divers domaines. Et on voit donc se multiplier au XIXe siècle des expéditions, souvent organisées par des sociétés savantes, notamment de géographie, et on accumule des savoirs
avec cette obsession bien connue de remplir les blancs de la carte. Et on met en récit aussi, c'est important, on met en récit, on diffuse des publications, et tout cela contribue à la création d'un imaginaire colonial, souvent un peu fantasmé, teinté d'exotisme et d'héroïsme. Et ça pose les bases d'un imaginaire aussi qui va jouer un rôle important par la suite quand l'Allemagne, entre autres, se lancera dans l'acquisition de territoires coloniaux. Donc cette appropriation intellectuelle du monde prépare ensuite une appropriation physique ou politique. Je passe au deuxième point, à l'entrée tardive dans la course impérialiste aux colonies. Et je rappelle un petit peu de chronologie. Au milieu du XIXe siècle, alors que la France est en train de prendre possession de l'Algérie et que la Grande-Bretagne s'est taillé un empire en Asie, notamment avec la conquête de l'Inde, l'Allemagne, au milieu du XIXe siècle, ne possède aucune colonie. L'Allemagne, au milieu du XIXe siècle, n'est pas un État-nation unifié. Elle le sera en 1871. Mais il existe déjà un imaginaire colonial en Allemagne. Il existe déjà, ce que je disais tout à l'heure, une diffusion de savoir et d'images et de représentations sur le monde lointain, les continents lointains, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique aussi, des images, des représentations qui vont jouer un rôle important. Et donc l'Afrique, notamment, continent considéré comme mystérieux, primitif, sauvage, souvent ce sont les adjectifs qui reviennent. Et les Européens, les Allemands notamment, mais ont une méconnaissance, on va le voir plus tard, de la pénétration européenne déjà réelle en Afrique, notamment quand on parle de primitif ou de sauvage, quand on s'imagine les conflits coloniaux, on a tendance à imaginer des soldats européens en uniforme avec des armes modernes et en face des Africains avec des tenues traditionnelles, généralement un pagne, quelque chose d'assez léger et une lance ou un arc. Alors qu'en réalité, les Africains font la guerre depuis un certain temps déjà avec des armes fabriquées en Europe, quand ils peuvent se les permettre, quand ils peuvent se les acheter, ils font la guerre entre eux. Ils sont pris dans une modernité qui dépasse souvent ce qu'on imagine en Europe. L'Allemagne est dirigée au milieu du XIXe siècle, ou plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'abord la Prusse, puis l'Allemagne, entre autres par le prince Otto von Bismarck, qui s'intéresse d'abord exclusivement aux affaires européennes, qui ne veut surtout pas de confrontation avec les Britanniques, donc il ne veut pas se lancer pour cette raison dans la colonisation, et qui estime, il l'a dit à plusieurs reprises, que la colonisation coûterait davantage qu'elle ne rapporterait à l'Allemagne, que c'est un luxe inutile, et que pour avoir des colonies, il faut avoir une flotte de guerre puissante pour les protéger, et que l'Allemagne a plus besoin d'une armée en Europe que d'une marine dans les mers du Sud. Mais il existe en Allemagne, à partir des années 1880, un assez fort courant d'opinion colonialiste qui s'organise, qui font des associations, qui a des publications. Là, vous voyez le haut de la une de la Deutsche Kolonialzeitung, qui est le principal organe du parti colonial, pro-colonisation, où on voit aussi dans l'imagerie des choses qui sont très récurrentes, les palmiers, le navire de guerre, évidemment des Africains avec la tenue que j'évoquais tout à l'heure, et cette mise en scène de l'aigle qui étend ses ailes par-dessus ce paysage. Et donc il y a du militantisme pro-colonisation en Allemagne qui monte en puissance à partir des années 1870. Et ce militantisme diffuse l'idée que l'Allemagne a été tenue injustement à l'écart du partage du monde depuis l'expansion ibérique, en gros, depuis la découverte de l'Amérique, et qu'elle a droit, comme tous les autres pays dits civilisés, elle aussi, à la possibilité de s'étendre outre-mer. Ce qui s'installe alors, c'est ce qu'on appelle maintenant dans l'historiographie le consensus colonial, c'est-à-dire la conviction que l'Allemagne devrait posséder des colonies, et cette idée-là va de l'extrême droite ultra-conservatrice jusqu'à l'aile droite de la social-démocratie. C'est quelque chose de très large dans le spectre politique. Et ce consensus est justifié
premièrement par la conviction que les habitants des territoires soumis sont des sauvages, entre guillemets, donc ils sont exclus du droit à l'autodétermination, qui n'en sont pas capables, et deuxièmement, l'idée que l'Allemagne est surpeuplée et qu'elle doit exporter son excédent de population dans les colonies. Et c'est dans ce contexte-là que sur la côte sud-ouest de l'Afrique, j'en profite pour vous montrer une carte générale des possessions coloniales qu'on a évoquées à l'instant. Cette carte aussi a l'avantage de montrer les possessions coloniales et la métropole en voulant montrer justement le rapport de taille, de superficie entre les deux. Et vous voyez donc les possessions africaines, les 4 colonies africaines dont je vais parler surtout aujourd'hui, et aussi le petit bout de Chine du nord-est et l'assez grand bout d'océan Pacifique qui est placé sous souveraineté allemande. Et donc sur la côte sud-ouest de l'Afrique, vous avez une carte un petit peu plus détaillée ici, un négociant en tabac, Adolf Lüderitz, fonde à titre privé, encore une fois, en 1883, un protectorat sur la rive nord du fleuve Orange, c'est l'actuelle frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Il achète en fait des terres contre de l'argent et des fusils, justement, et il achète ça à un chef, Nama, un chef d'un peuple qu'on appelle les Nama, qui vit dans cette région. Et je m'attarde un petit peu là-dessus, parce que dans l'acte de vente aussi se passe quelque chose qui est assez représentatif de ce qu'on appelle les traités inégaux, c'est-à-dire une forme de malhonnêteté fondamentale dans la négociation. Les Allemands font signer un contrat de vente, un acte de vente à leurs interlocuteurs, en demandant, qui stipule qu'un certain nombre de miles, donc une mesure de distance, entre la côte et l'intérieur des terres sera à eux. Et une fois l'acte signé, les Nama découvrent que les Allemands ne parlaient pas de miles anglais, à peu près 1600 mètres, mais de la mile, donc de la lieue allemande, qui fait 7,5 km. Donc évidemment, ce genre de manipulation, c'est parfaitement malhonnête. Cela dit, il ne faut pas non plus tomber dans l'idée que les colonisateurs auraient été forcément rusés et malhonnêtes, et les Africains ou les colonisés en général, naïfs et uniquement animés par des intentions honnêtes, puisque les Nama, en l'occurrence, ont vendu des terres qu'ils ne possédaient pas, ou alors qui appartenaient à d'autres. Ils ne sont pas moins roués que leurs interlocuteurs. Le projet commercial de Lüderitz, donc encore une fois c'est une entreprise privée, menace assez rapidement de péricliter, comme ses précédentes tentatives qu'il avait faites ailleurs. Et tout simplement parce qu'il espérait trouver plus de richesses qu'il n'en a trouvé dans le sous-sol, parce que les Nama ne lui font plus confiance après cette histoire de miles, et qu'en plus, en traitant avec les Nama, il s'est attiré l'hostilité de leurs ennemis traditionnels, les Herero. Ça aussi, c'est très important. Les colonisés n'ont pas attendu les colonisateurs pour avoir des problèmes politiques. Ce sont des sociétés qui sont des sociétés historiques, des sociétés qui connaissent des problèmes sociaux, économiques, politiques, des rivalités de pouvoir, des problèmes de succession, des querelles territoriales ou de droits d'usage de certains lieux, etc. Donc, les colonisateurs arrivent dans un monde qui est déjà structuré par des rapports politiques, par des problèmes qui opposent des groupes de population les uns aux autres. Ce sont des sociétés structurées avec des élites, des dominants, des dominés. Et évidemment, le colonisateur, en arrivant là-dedans, introduit un nouvel acteur dans le jeu politique et change la situation. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'avant que les colonisateurs arrivent, les colonisés attendaient, en se tournant les pouces, que l'histoire débarque en tapant à leur porte. Donc, le projet de Lüderitz menace de faire faillite. Enfin, Lüderitz menace de perdre tout l'argent qu'il a investi. Il risque cela, pardon. Et il appelle à l'aide.
il appelle à l'aide le gouvernement allemand, et à sa surprise, Bismarck répond favorablement. Et c'est donc on est à ce moment-là au mois d'avril 1884. Le 24 avril 1884, c'est la date qu'on retient en général comme le début de la colonisation allemande officielle, puisque c'est le jour où le consul d'Allemagne reçoit un télégramme de Berlin qui lui dit, le consul d'Allemagne au Cap, dans la colonie du Cap, qui lui dit qu'il peut confirmer aux autorités britanniques que l'Allemagne prend sous sa protection les territoires acquis par Lüderitz. C'est Lüderitz, pardon. Lüderitz, c'est un nom gaulois. Lüderitz, pardon. Donc il prend sous sa protection, c'est la formulation officielle, les territoires acquis par Lüderitz. Et donc en avril 1884 commence la constitution d'un empire colonial allemand, officiellement, avec des territoires qui sont, dans le langage diplomatique du moment, qualifiés de protectorat, Schutzgebiete en allemand, donc des territoires protégés. Et le même type de procédé va être reproduit à d'autres endroits. Pour prendre l'exemple du Togo, un tout petit peu plus tard, en juillet 84, c'est un explorateur qui s'appelle Gustav Nachtigall, qui, lui, cette fois, est envoyé par le gouvernement allemand, qui signe des traités avec des chefs politiques locaux sur les côtes du Togo. Et dans ce contexte, la marine allemande envoie des vaisseaux pour protéger des intérêts commerciaux qui sont sur place et pour assurer la protection. Donc, je voulais simplement vous montrer cette image-là aussi pour vous montrer à quoi ressemblait ce qui s'appelle Lüderitzbucht, donc la baie Lüderitz, qui porte le nom de ce Adolf Lüderitz. C'est un petit poste commercial au bord de la mer, au bord de l'océan Atlantique, avec un site un peu protégé pour permettre à des bateaux de mouiller à l'abri. Et je reparle un tout petit peu de ce Gustav Nachtigall parce que c'est un personnage dont la biographie est assez remarquable. Je parlerai tout à l'heure de personnes moins sympathiques. Gustav Nachtigall a une biographie relativement qui le permet de l'imaginer sous un jour un petit peu plus favorable. Un médecin de formation, malade de la tuberculose, qui séjourne longtemps en Afrique du Nord justement pour se soigner, qui apprend l'arabe et qui devient le médecin personnel du bey de Tunis, donc du régent ottoman de la Tunisie. Et il rencontre un explorateur à cette occasion qui lui confie sa propre mission parce qu'il n'est pas capable de la diriger lui-même, il est malade aussi. Et c'est comme ça qu'il devient en fait un agent de la colonisation. Et il deviendra plus tard, à partir de 1884 justement, un haut fonctionnaire dans l'administration coloniale, avant de lutter contre la traite esclavagiste clandestine. C'est interdit, la traite esclavagiste, depuis le début du 19e siècle, mais ça se poursuit clandestinement. Et par mourir de la tuberculose à bord d'un vaisseau de la marine allemande. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur les dates 1884. En fait, entre avril 1884 et février 1885, l'Allemagne va acquérir la totalité de ses possessions africaines, qui seront ses colonies les plus importantes, à la fois en taille et puis en importance politique et économique. Je vous ai dit tout à l'heure que Bismarck était opposé à la colonisation, donc on peut se demander pourquoi, en si peu de temps, il a agi contre des principes politiques qu'il avait pourtant répétés maintes fois, et abandonné la prudence vis-à-vis des Britanniques qui ne voulaient pas brusquer. C'est une question qui a été beaucoup débattue dans l'historiographie. On a évoqué plusieurs facteurs. On a évoqué la pression de milieux économiques dans une conjoncture difficile, la recherche de débouchés commerciaux. En tout cas, on a un discours de Bismarck dans lequel il évoque les débouchés commerciaux pour les produits de l'industrie allemande. C'est toujours un petit peu bizarre ce type d'argument parce que, notamment quand il s'agit de territoire assez peu peuplé, assez peu développé économiquement, on se demande quels sont exactement les produits de l'industrie qui vont pouvoir être vendus là, à qui. Évidemment, il y a les travaux d'infrastructure, pour construire du chemin de fer notamment, mais c'est pas un argument forcément très convaincant. Un deuxième argument plus intéressant probablement, c'est parce que la diplomatie allemande ne peut pas se permettre d'être absente du jeu des grandes puissances.
C'est le moment, les années 1880, où la colonisation entre dans une phase que l'historiographie britannique, enfin anglophone, appelle High Imperialism, donc une sorte d'intensification et d'accélération de la colonisation. C'est le moment où en fait les Européens prennent possession du monde. C'est le moment où se fait le partage du monde en quelque sorte. Et donc l'idée de ne pas être absent de ce qui se passe, l'idée de ne pas rester en marge, a sans doute joué un rôle très important, une sorte d'obsession de tenir son rang par rapport à des puissances rivales. Et il ne faut pas oublier non plus les considérations tactiques personnelles, et c'est probablement le plus frappant là-dedans. En fait, Bismarck, donc, qui a toujours été un adversaire de la colonisation, qui a dit et répété qu'il ne voulait pas coloniser, change d'avis subitement en 1884, à un moment où l'empereur Guillaume Ier est vieux. À ce moment-là, il a 87 ans. Il devient de plus en plus probable qu'il meurt bientôt et que son fils lui succède. Et son fils, le prince héritier, Frédéric, est assez considéré comme proche des libéraux, anglophile. Et il partage avec les libéraux cette anglophilie. Donc, aller contre les Britanniques, se lancer dans la colonisation de façon un peu surprenante et donc devenir un rival colonial des Britanniques, donc quitter la voie de la prudence qui avait été suivie dans la diplomatie vis-à-vis de Londres, c'est aussi pour Bismarck un moyen de séparer le futur empereur, Frédéric, de ses alliés libéraux, en lui mettant en quelque sorte dans son bagage d'empereur un projet colonial qui n'est pas accepté ou n'est pas soutenu par les libéraux. Donc en quelque sorte, Bismarck a fait ça par opportunisme et il a aussi cherché malgré tout à assurer le standing en quelque sorte de l'Allemagne. Et il n'accepte d'étendre la protection de l'Allemagne qu'à des territoires où travaillent des entreprises qui, je cite là un document de l'époque, dans leur plein développement, finissent par acquérir leur souveraineté, une souveraineté commerciale en somme, appuyée sur l'Empire allemand. Donc il s'agit d'apporter soutien et protection militaire, on a vu qu'ils envoient des vaisseaux de la marine, à des sociétés commerciales privées. Et comme ce sont des sociétés allemandes, il en résulte forcément des considérations stratégiques, parce qu'il faut garantir la sécurité des comptoirs de commerce contre les populations indigènes et contre les puissances impérialistes rivales, britanniques par exemple, mais aussi français, ce que vous verrez dans le film tout à l'heure, il s'agit de la rivalité franco-allemande. Et je reviens sur cette notion très importante que ce sont des initiatives privées. On assiste aussi à la fin du XIXe siècle, donc dans les années 1880, à ce moment crucial pour l'intensification de l'impérialisme, à une sorte de renouveau de ce qu'on appelle les compagnies à charte, sur lesquelles s'était appuyée l'expansion coloniale première, disons, l'expansion coloniale du XVIIe siècle notamment, avec l'exemple le plus spectaculaire, le plus connu, celui de la British East India Company, la compagnie des Indes orientales britanniques, à laquelle la couronne britannique a en quelque sorte délégué la conquête de l'Inde. Et le principe de fonctionnement, c'est vraiment un principe de délégation. Les États qui sont des puissances coloniales délèguent des droits régaliens, droits de police, droits de justice, droits de fiscalité, à des sociétés privées chargées de l'exploration, de la colonisation, de l'exploitation des territoires. Et ça s'explique dans les années 1880 par un contexte économique difficile en Europe. La conjoncture économique est mauvaise en Europe en général. Entre 1873, le krach de la bourse de Vienne, et mettons le milieu ou le début des années 1890. Et on assiste à un retour à des politiques protectionnistes avec le commerce exclusif avec les colonies, alors qu'il avait été plus libéral, plus ouvert précédemment. J'en arrive au point numéro 3, l'Allemagne et le partage de l'Afrique. Toujours dans cette décennie cruciale, 1880, qui est la décennie aussi de ce qu'on appelle en anglais « Scramble for Africa ». Et ce mot qu'on traduit parfois, enfin dans l'historiographie française en général, on trouve « partage de l'Afrique ». Et « scramble » est beaucoup plus évocateur parce que ça signifie la bousculade ou la ruée. C'est vraiment l'idée d'une course un peu précipitée. Et justement, c'est à Berlin
capitale de l'Empire allemand, qui est organisée pendant la période de 10 mois, entre avril 84 et février 85. À la fin de cette période-là, à l'hiver 84-85, est organisée la conférence de Berlin, et qui est une conférence entre puissances européennes. Et je vous dirai tout à l'heure, il n'y a pas que des Européens, il y a aussi les Américains, qui doit établir les règles internationales pour le partage de l'Afrique, à commencer par les bassins du Niger et du Congo. On est en Allemagne à ce moment-là dans un contexte de campagne électorale, donc les motivations de politique intérieure jouent à plein du côté du gouvernement allemand dirigé par Bismarck. Et on est aussi à un moment de brève amélioration des relations avec la France et le cabinet dirigé par Jules Ferry. Et donc la conférence au sommet de Berlin a donné lieu à un traitement médiatique très important. Vous voyez là simplement deux caricatures. Une qui montre dans le journal satirique Kladderadatsch en 84, Bismarck en pan, donc très fier d'accueillir cette... tout juste arrivé en fait sur la scène des puissances coloniales, très fier d'accueillir cette conférence au sommet de diplomates qui doit trancher des questions très importantes. Et ce que vous voyez à droite, c'est une autre caricature juste après la clôture de la conférence, où on voit en fait une allégorie de l'Allemagne, Germania, qui essaye une nouvelle robe un petit peu inconfortable, sur laquelle sont représentées des possessions coloniales. Et Bismarck en tailleur qui lui dit « mais si, ça vous va très bien ». Et donc cette conférence n'a pas à proprement parler partager l'Afrique. Vous en voyez là une illustration parue dans la presse de l'époque qui montre la salle de négociation. Vous voyez une grande table autour de laquelle sont assis les représentants diplomatiques des différentes puissances concernées. Alors je vous ai promis, non je ne vous ai pas promis, mais je vous ai dit que je vous les citerai. Étaient présents les Allemands, les représentants des États-Unis, de l'Empire ottoman, de l'Autriche-Hongrie, du Danemark, de l'Italie, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de la France, des Pays-Bas, de la Russie, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède-Norvège, qui étaient associés à l'époque. Et cette conférence n'a pas à proprement parler partagé l'Afrique, mais elle a suggéré ou fixé des règles de conduite entre Européens ou entre puissances potentiellement colonisatrices ou actuellement colonisatrices. Il n'y a évidemment aucun participant africain, pour que ce partage se fasse sans crise trop violente. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Quand je dis pas de guerre, c'est évidemment pas de guerre entre puissances coloniales. Des guerres contre les colonisés, ça va de soi en quelque sorte, mais des guerres entre puissances coloniales, on cherche à les éviter. Donc on signe un accord qui garantit la liberté de circulation, notamment sur les fleuves Niger et Congo. Donc tous les participants à la colonisation en Afrique auront la liberté de circuler, de commercer librement sur les grands fleuves et leurs affluents navigables. Et de façon un peu ironique aussi, rétrospectivement ironique en tout cas, interdit la traite esclavagiste. La conférence du Congo interdit la traite esclavagiste, ce qui est un peu inutile parce qu'elle est déjà interdite à ce moment-là dans un certain nombre de pays qui participent à cette conférence. Et surtout, ça illustre un prétexte récurrent de la colonisation, le prétexte de civilisation. Souvent, l'argument avancé pour justifier la colonisation a été, par exemple, de dire on va faire en sorte que la traite esclavagiste cesse à cet endroit. On va appliquer la règle selon laquelle la traite était interdite. Ce qui n'empêchera pas de pratiquer des formes de travail forcé assez proches de l'esclavage. Mais le prétexte civilisateur est ici manifeste. Parmi les autres choses décidées lors de cette conférence, il y a la fameuse... le statut du Congo, l'État libre du Congo, qui est confirmé dans son statut de propriété privée d'une société qui s'appelle Société internationale du Congo et qui est de facto une possession personnelle privée du roi des Belges, Léopold II.
Et donc dans l'intérieur des terres, il s'agit de découper des zones d'influence. Il ne s'agit pas vraiment d'une occupation réelle, tout simplement parce que l'Afrique est immense et qu'on n'a pas les ressources pour occuper vraiment tous les lieux qu'on prétend posséder. Mais la négociation des frontières se fait selon un principe assez analogue au troc. Je vous donnerai juste un exemple de ces échanges, de ces négociations entre puissances coloniales. En 1890, les Allemands et les Britanniques signent un traité qu'on appelle le traité Helgoland-Zanzibar, qui consiste en ceci. Zanzibar, c'est une île, un sultanat indépendant depuis 1861, qui n'a jamais fait partie des possessions coloniales allemandes. Et par ce traité de 1890, signé par le successeur de Bismarck, Caprivi, l'Allemagne renonce à toute prétention sur cette île qui est située juste en face de ses possessions sur le continent. Et en échange, elle obtient l'île de Helgoland en mer du Nord. Et ce que ça montre, en fait, c'est à quel point, à partir du moment où on entre dans le jeu de la rivalité des puissances impérialistes, le monde devient littéralement un plateau de jeu, avec des pièces qu'on peut se prendre les uns aux autres, qu'on peut s'échanger les uns les autres. C'est vraiment la disposition d'esprit de l'impérialiste, c'est la disposition d'un joueur qui considère le monde comme un plateau sur lequel on peut déplacer des pions et faire des prises. Et là, vous voyez, on échange, c'est pas tout à fait un échange, parce que Zanzibar n'appartient pas aux Allemands, mais en échange de renoncer à toute prétention territoriale à cet endroit-là, donc sur la côte de l'océan Indien, en Afrique, on obtient en gros une base navale en mer du Nord qui est bien pratique pour faire une sorte de verrou et empêcher la marine britannique de menacer les côtes allemandes. Le lendemain de la clôture de la conférence de Berlin, fin février 1885, Bismarck fait proclamer le protectorat allemand sur à peu près 140 000 km² de territoire proche de Zanzibar, justement juste en face de Zanzibar. Et à cet endroit, un certain Karl Peters, que vous voyez en photographie ici, a fait signer des traités à de nombreux chefs politiques, capitaines militaires locaux, tenus pour souverains, et auxquels s'intéresse sa compagnie à Chartres, qu'il a fondée, qui s'appelle la Deutsche Ostafrika-Gesellschaft. Et Peters, c'est un personnage très important du colonialisme allemand. C'est vraiment l'exemple de la brutalité et de l'injustice de la colonisation. Fasciné dès l'enfance par les voyages de Livingstone, études d'histoire, fondateur d'un lobby colonial, membre fondateur aussi de la Ligue pangermaniste, donc un mouvement politique ou parapolitique nationaliste, expansionniste. Et il entreprend en 1884 une expédition sur les côtes de ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, et conclut des traités avec des chefs, souvent en les faisant boire. Il était entre autres connu pour ça. Il faisait d'abord beaucoup boire ses interlocuteurs avant la négociation ou pendant la négociation et avant la signature. Et il obtient donc la protection de l'empereur allemand pour ses acquisitions. Comme c'est un personnage très peu agréable et recommandable, la résistance locale s'organise et en 1888 a lieu un soulèvement. Et là encore, le fait que parmi les adversaires de Peters se trouvent des marchands d'esclaves sur place est exploité par la propagande colonialiste allemande pour présenter l'expédition et l'expansion impérialiste là-bas comme un bienfait. Alors qu'en réalité, Karl Peters n'a aucun intérêt, n'a même que mépris pour la cause anti-esclavagiste. Et il va mener lui-même, peu de temps après le soulèvement en 1891, une expédition punitive dans la région de Kilimandjaro, qui est présenté à l'époque dans les manuels scolaires allemands comme le plus haut sommet allemand. Le point culminant de l'Allemagne à partir de 1885 ou 84, c'est le Kilimandjaro, officiellement. Il se fait une réputation de brutalité et de sadisme qui est bien méritée. Il règne par la terreur sur place et il deviendra par la suite, c'est quelqu'un d'assez connu, d'assez important, très doué aussi pour se vendre, pour la diffusion d'une certaine image de soi. Qui se fait prendre en photo, là, c'est en studio évidemment, et évidemment une arme à la main, évidemment lui est debout, l'Africain est à genoux, et
il deviendra une sorte de personnalité culte dans certains milieux d'extrême droite en Allemagne, notamment avec une sorte de retour de gloire au moment du nazisme. Quelques images maintenant que je voulais vous montrer tout en continuant à parler, et quelques questions. Qui colonise ? Qui sont les personnes, qui sont les Allemands qui partent coloniser ? Les soldats et les colons partent volontairement, ils ne sont pas forcés. Ils ont des avantages matériels qui les poussent à partir, des salaires nettement plus élevés qu'en métropole, un statut privilégié par rapport à la population locale, souvent aussi une exploitation économique et sexuelle des colonisés, notamment des femmes colonisées. Et ce sont massivement des hommes jeunes et célibataires qui vont aux colonies, ce qui pose un certain nombre de problèmes, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi des personnes endettées qui s'enfuient plus ou moins aux colonies. Les organisations pro-coloniales ont encouragé la colonisation aussi par un soutien financier. Souvent, on obtient, par exemple, de la Deutsche Kolonialgesellschaft ou d'une société privée, autre, une sorte de pécule pour commencer à s'installer. Et le nombre d'Allemands qui se sont installés dans les colonies a augmenté assez lentement, mais malgré tout, c'est significatif. Je vous montrerai des chiffres tout à l'heure. Évidemment, comme c'était presque exclusivement des hommes, sur place, ça a donné lieu à des unions et à des naissances d'enfants. Et ça pose un véritable problème aux colonisateurs allemands et aux législateurs allemands, parce que la question qui s'est posée à partir de là, c'est la reconnaissance des unions elles-mêmes et des enfants issus de ces unions. Évidemment, beaucoup de relations sexuelles entre colonisateurs et colonisés étaient des relations contraintes, mais il a existé aussi des véritables couples qui se sont formés et qui ont vécu ensemble et qui ont eu des enfants. Et ce qui était insupportable pour beaucoup d'Allemands, notamment en métropole, pas tellement sur place, parce que sur place, la vie suivait son cours en quelque sorte, mais en métropole, c'était l'idée que des enfants considérés comme des bâtards, considérés comme moins que des Européens, puissent hériter en Allemagne. C'est surtout ça le problème. Déjà, il y a le préjugé raciste qui fait que on méprise un enfant issu d'une mère africaine, et en plus, si cet enfant peut hériter d'une ferme du côté de Hanovre ou ce genre de choses, là, ça commence à poser vraiment problème. Donc la question des mariages a été discutée, et elle a été, les mariages ont été dans un premier temps interdits, puis reconnus, puis il y a eu un retour là-dessus. Un débat a été prévu pour trancher la question au Reichstag, et la Première Guerre mondiale a éclaté, et ça s'est résolu tout seul en quelque sorte, parce que l'Allemagne a perdu ses colonies à ce moment-là. Mais cette question-là a été un sujet de débat politique dans les années 1900. Et donc ça me permet de dire aussi que la société coloniale, enfin la société dans les colonies, est une société dans laquelle le racisme joue un rôle très important. Il y a une ségrégation raciale, une discrimination. En Afrique allemande du Sud-Ouest, par exemple, l'actuelle Namibie, à partir de 1907, à partir de l'âge de 7 ans, chaque Africain était tenu d'avoir sur lui une sorte de passeport indigène, Eingeborenenmarke, et devait la montrer à toute personne blanche sur demande. Ça, c'est typique de la situation asymétrique. C'est pas un agent de police qui contrôle les papiers. C'est n'importe quelle personne blanche qui est en droit d'exiger de voir ce papier. Qui a droit à quoi, pardon ? Qui a droit à quoi ? C'est une autre question importante. Je continue de vous montrer des images issues des colonies allemandes, avec la figure du planteur qui récolte, enfin qui vient inspecter, met en scène un petit peu l'inspection de la récolte qui a été faite sur sa plantation. Et ici, un administrateur colonial entouré de ses assistants, qui porte lui-même le fameux casque colonial, ce qu'on appelle en allemand le Tropenhelm, le casque tropical, et entouré de ses assistants africains. Le statut juridique à part des territoires colonisés est important. Il y a une loi à partir de 1886 qui régit ces territoires et qui dit que la population indigène est soumise à la souveraineté du monarque allemand, donc de l'empereur, mais n'a pas les mêmes droits que ses sujets blancs. La justification, c'est que cette population manquerait de maturité en termes de civilisation. Elle ne serait pas prête, elle ne serait pas capable.
Et le protectorat est en réalité une protection des intérêts du colonisateur, mais déguisée en protection des élites, des chefs colonisés, avec lesquels les traités ont été conclus. Et de fait, j'en parlerai tout à l'heure à propos de la Namibie, c'est ça. Donc la puissance coloniale se réserve en réalité le droit de législation, le droit d'administration, le droit d'affectation des fonctionnaires, le droit de juridiction. Et la justice, je parlais de ségrégation tout à l'heure, la justice est une justice duale. Il y a deux systèmes judiciaires parallèles et une justice tout à fait asymétrique. Pour prendre simplement l'exemple le plus extrême, un meurtre, un blanc tue un noir, ou un Allemand tue un Africain. La peine maximale à laquelle un Allemand a été condamné pour ça en Afrique allemande du Sud-Ouest, c'est 3 ans de prison. Dans le sens inverse, la peine de mort est systématiquement appliquée. C'est un exemple frappant de dissymétrie, d'asymétrie dans la situation coloniale. Je continue de vous montrer des images. Là, vous voyez le recrutement d'auxiliaires de police au Togo en 1913, donc vous voyez des fonctionnaires coloniaux allemands ou des officiers qui recrutent des auxiliaires. Et ici, une photo qui vous montre des prisonniers entourés par 2 auxiliaires. Et ça me permet de vous dire quelque chose de très important, qui est que les troupes coloniales sont composées en très grande partie de soldats africains. Les officiers sont allemands, certains soldats aussi, mais on a un recours massif à des auxiliaires africains qu'on appelle des askaris, c'est un mot swahili qui signifie soldat. Et le recrutement est assez facile, en fait, parce que la solde est intéressante, même si c'est seulement un tiers de celle d'un soldat allemand, c'est plus que ce que peut gagner un paysan africain, par exemple. Et malgré un recrutement assez facile, comme les conditions de vie d'un soldat dans les troupes coloniales sont quand même pas non plus extraordinaires, le taux de désertion est assez élevé, donc il faut recruter souvent. 15% de taux de désertion à peu près, donc ça fait des trous dans les rangs qu'il faut combler au fur et à mesure. Évidemment, on est commandé, vous verrez ça dans le film tout à l'heure aussi, on est commandé en allemand par des Allemands, ou en français par des Français, ou en anglais par des Anglais. Et ces troupes participent, là vous le voyez, un résumé en quelque sorte sur cette photo, ces troupes africaines participent aussi à la répression de la résistance à la colonisation. Ces troupes s'appellent en allemand Schutztruppen, donc les troupes de protection. Il s'agit de protéger l'exploitation des colonies, pas la population colonisée. Vous voyez ici, par exemple, aussi un châtiment corporel infligé par un auxiliaire africain à un colonisé africain qui a probablement enfreint un règlement quelconque. Ça permet aussi de voir que la brutalité, elle aussi, peut être déléguée. Il y a un certain nombre de sadiques qui prenaient plaisir à donner eux-mêmes des coups de fouet, mais c'est quand même pas tout le monde qui trouve ça agréable. Donc quand on peut déléguer les châtiments corporels, on le fait aussi. Et ça me donne l'occasion, d'insister sur le fait que sans la participation de nombreux colonisés qui y trouvent un intérêt quelconque, économique, politique, personnel, le maintien de l'ordre colonial n'est pas possible. Soldats, forces de l'ordre en général, administration. Et je vous parlais de peine de mort pour meurtre tout à l'heure. Vous voyez aussi, encore une fois, à quel point la législation ou la juridiction est différente pour les Allemands et pour les Africains, et aussi à quel point elle est différente dans les colonies par rapport à l'Allemagne, ou par rapport à la métropole en général. Ce que vous voyez là, c'est impossible en Allemagne. Mais la peine de mort existe en Allemagne sous l'Empire, entre 1871 et en fait, elle existe jusqu'en 1949, hein, jusqu'à la fondation de la République fédérale. Mais les condamnés à mort en Allemagne n'étaient pas pendus. Les condamnés à mort avaient la tête tranchée, comme en France. Et par ailleurs, les exécutions capitales avaient lieu à huis clos en Allemagne. Elles n'étaient pas exposées au public, comme vous le voyez ici. Un autre exemple ici, dans l'actuelle Tanzanie, à l'est de l'Afrique, où vous voyez, encore une fois, les officiers avec l'uniforme colonial blanc, entourés de nombreux auxiliaires qui font le service d'ordre autour de cette pendaison.
J'arrive, je vous parlais plusieurs fois de la Namibie, j'y arrive vraiment. La répression violente de soulèvement, ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre au colonialisme allemand. On a des cas particulièrement meurtriers, par exemple dans les colonies françaises. La conquête de l'Algérie, c'est une affaire absolument... en termes de brutalité, d'exactions militaires, de nombre de victimes, on est vraiment dans le haut de la fourchette des violences coloniales. La conquête française de Madagascar aussi. Les répressions de soulèvement par les Britanniques au Kenya n'ont pas grand-chose à leur envier non plus. Ce sont des guerres asymétriques. Ce sont des guerres qui n'opposent pas des armées régulières, mais une armée d'occupation et un adversaire dont la définition n'est pas claire et qui peut finir par englober la population dans son ensemble. Un exemple, c'est pour ça que je vous montre une image de travaux forcés, c'est la répression du soulèvement, j'arrive à la Namibie mais par un détour par l'Est, soulèvement de ce qu'on appelle les Mai Mai en Tanzanie actuelle à partir de 1905 contre le travail forcé justement. Le soulèvement, la raison du soulèvement, c'est le recours excessif au travail forcé qui est utilisé en fait pour faire payer des dettes. C'est-à-dire on fait payer, on impose des impôts nouveaux à la population et si elle se retrouve incapable de payer, on dit c'est pas grave, tu vas payer en travaillant, donc tu vas participer par exemple à la construction d'une route. Et on a un cas ici typique d'asymétrie en termes de victimes, puisque ce conflit en Afrique de l'Est en 1905 a fait quelques centaines de morts du côté allemand et à peu près 300 000 du côté de la population africaine. Là, on a un cas de déséquilibre en termes de victimes qui est particulièrement frappant, mais qui est assez typique de ce genre de répression coloniale. Quand je dis quelques centaines de morts du côté allemand, ça inclut les auxiliaires africains. Pourquoi ça fait autant de morts? Ce ne sont pas des victimes qui sont, pour la plupart d'entre elles, tuées au combat. Souvent, ce sont des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui meurent parce que les récoltes sont brûlées, parce que les puits sont empoisonnés, parce qu'on mène ce qu'on appelle parfois aussi une guerre sale, où on pratique ce genre de choses du côté de la répression. Et là, vous avez encore une image qui montre des prisonnières en Afrique de l'Est, justement en 1905, qui probablement cassent des cailloux pour terrasser, pour faire une route. J'arrive à l'Afrique du Sud-Ouest, à la Namibie. Les Herero, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, se soulèvent contre la puissance allemande en 1904. Pourquoi ? Premièrement, ils sont déçus quant au respect du traité de protection qui a été signé en 1885. Et de façon structurelle, dans la région, la situation politique est tendue entre Herero et Nama. Ils se font la guerre depuis un certain temps. Les missionnaires jouent un peu les intermédiaires. Et à partir de la fin des années 1880, la crise s'installe parce qu'on est dans une situation compliquée qui est une crise de succession en fait, à la tête des Herero. L'ancien chef meurt et son fils, le cousin de son fils et l'oncle de son fils se disputent la succession. Et les Allemands aident le fils, Samuel Maharero, dont vous verrez la photo tout à l'heure, à s'imposer contre son cousin et contre son oncle. Donc là, on a une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, le colonisateur comme nouvel acteur dans le jeu politique local. Une sorte de, enfin, c'est pas vraiment un trône, mais une responsabilité politique importante disputée entre plusieurs prétendants, et le colonisateur qui aide un des prétendants à conquérir cette position, et évidemment ensuite une sorte de dépendance vis-à-vis de cet allié qui va compliquer la situation. Ce chef Herero, Samuel Maharero, entretient de bonnes relations avec le gouverneur Leutwein, qui est à ce moment-là le représentant le plus important, le plus gradé des Allemands sur place. Encore une fois, une image pour vous montrer à quel point la Namibie de l'époque ressemble un petit peu au village du Far West dans Lucky Luke. Les villes de Namibie, enfin de l'actuelle Namibie à l'époque, là c'est une des plus importantes. Ce sont de petits villages pionniers. Et vous voyez ici aussi
la faiblesse du nombre d'Allemands présents sur place. 1903, donc c'est déjà 20 ans après le début de l'implantation, un peu plus de 2000. Et on voit ensuite une nette accélération, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais malgré tout, on est dans des ordres de grandeur très 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 faibles sur un territoire qui est quand même relativement vaste. La Namibie, c'est un État qui a une superficie comparable et un peu supérieure à celle de la France. Ce que vous voyez là, c'est un quartier où résident des Africains en bordure de la nouvelle capitale créée là-bas. Ce que vous voyez, ce n'est pas l'habitat traditionnel. Parce que traditionnellement, et ça a une importance cruciale pour le conflit, ce sont des peuples nomades d'éleveurs de bovins. Quand ils se retrouvent là, c'est qu'ils ont eu des problèmes. Ça s'est mal passé. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de bêtes. Ils sont obligés de venir chercher du travail en ville. Et dans ce cas-là, ils sont parqués en quelque sorte dans ce genre de, j'ose pas dire lotissement, mais alignement de cases. Là, vous voyez ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire Leutwein, le représentant allemand, et le principal chef Herero, Samuel Maar Herero, et le principal chef Nama, Hendrik Witbooi. Pendant un certain temps, les relations entre les Allemands et les Herero et les Allemands et les Nama sont plutôt bonnes, notamment Leutwein se montre assez habile. Entre Herero et Nama, c'est beaucoup plus compliqué. Et à partir de 1892, les choses se compliquent quand même, parce que l'Afrique allemande du Sud-Ouest devient officiellement une colonie de peuplement. Et c'est la première et c'est la seule de toutes les colonies allemandes à avoir eu ce statut-là. C'est-à-dire que c'est une colonie dans laquelle on envoie des colons pour qu'ils s'installent durablement. Pas seulement des administrateurs, pas seulement des soldats, mais des gens qui sont là pour cultiver la terre, pour prendre racine, pour fonder des familles et s'implanter de façon pérenne. Et ça change complètement le rapport avec la population locale, parce que les marchands, ce qui les intéresse, c'est d'échanger. Les missionnaires, ce qui les intéresse, c'est d'évangéliser. Les colons, ce qui les intéresse, c'est la terre. Et ils la veulent pour eux, ils la veulent pour eux seuls. Et ça amène à des conflits locaux, puisque les éleveurs nomades, ce qui les intéresse, ce sont des droits de passage et des droits de pâture. Et les colons qui ont des fermes, des exploitations agricoles, ne veulent pas qu'on pèse sur leur possession. Ça crée des conflits et ça introduit quelque chose de nouveau qui sont des territoires réservés. Initialement présentés comme des territoires où les héros seront protégés, où ils ne seront pas gênés par l'implantation de ces nouveaux colons. Mais réserve, on a aussi l'idée d'un parcage et d'une limitation qui est difficile à vivre pour des personnes qui, traditionnellement, se déplacent librement, qui vivent comme ça, qui se déplacent de jour en jour au gré de la météo, de la qualité des pâturages et des rapports entre les différents groupes qui sont présents sur place. Ça, c'est la situation dans les années 1890. Donc la richesse des Herero et des Namas, ce n'est pas vraiment la terre. Leur richesse, ce sont leurs bêtes, ce sont leurs troupeaux. Et il se trouve qu'en 1897, éclate une épidémie bovine, ce qu'on appelle parfois une peste bovine, et que ça ébranle complètement ces sociétés qui sont fondées là-dessus, fondées sur les vaches, sur l'élevage des vaches et sur la richesse qu'on a quand on a des vaches. Et les colons s'en sortent beaucoup mieux que les Africains parce que les colons font vacciner leurs bêtes et parce que les colons importent des vaches d'Europe. Alors, cet ébranlement, parce que ça tue une grande partie du bétail, ça provoque des conséquences sociales, économiques très importantes. Et ça a fait augmenter considérablement et subitement la pauvreté des Africains sur place qui se trouvent obligés de travailler pour les Blancs.
et construire le chemin de fer, parce qu'ils ont perdu leurs bêtes, ils n'ont plus d'autres ressources, donc il faut trouver un travail qui rapporte de quoi subsister, donc participer à la construction du chemin de fer par exemple, ou devenir ouvrier agricole sur une ferme, ou devenir domestique à la ville, ou devenir mendiant dans le pire des cas. Et avec cet appauvrissement de la population, va aussi une augmentation du degré de violence dans la colonie. Les colons ont soif ou faim de terre. Les héréros et Nama qui perdent leur richesse, leur stabilité traditionnelle fondée sur les élevages bovins sont dans une situation précaire et ça crée une tension énorme dans la colonie qui va encore s'aggraver du fait de l'endettement massif des colonisés qui remboursent en fait, par leur travail, et si ce n'est pas suffisant ou s'ils n'ont pas de quoi payer une dette qu'ils ont, de la payer avec de l'argent, se voient confisquer les bêtes qu'il leur reste. Donc il y a un processus d'accaparement, d'appropriation des ressources des Africains colonisés qui bénéficie de quelque chose qui est complètement fortuit, qui est complètement dû au hasard, hein, cette épidémie qui décime les troupeaux à partir de 1897, mais qui, dans la situation telle qu'elle a été installée, bénéficie totalement aux colons et aux colonisateurs et désavantage considérablement et déstabilise les sociétés colonisées. En plus de cela, certains officiers sur place se montrent particulièrement mal avisés dans leur comportement et ça exacerbe se montrent violents, brutaux et ça exacerbe les tensions. Jusqu'à ce qu'en janvier 1904, les héréros attaquent et tuent 120, 123, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 123 colons dans le nord de la colonie. Ils tuent des soldats et des commerçants et des paysans, et c'est repris par la presse, par la propagande coloniale aussi sur place et en Allemagne, qui en rajoute des tonnes, qui parle de violences contre des femmes, de viols, contre des enfants, etc. Et qui agite la peur du sauvage assoiffé de sang, où les représentations jouent à fond. L'Allemagne envoie un corps expéditionnaire pour mater la rébellion. Et la guerre va commencer donc comme ça en 1904 et durer jusqu'en 1908. Les militaires allemands vont employer des méthodes particulièrement brutales et notamment lors d'une bataille, la bataille de Waterberg, où ce qui va être fait, c'est repousser les héréros dans le désert et les empêcher de sortir, tout simplement. Donc soit ils meurent de faim et de soif dans le désert, soit ils sont tués en essayant de sortir. Cette brutalité-là va aussi avec la brutalité infligée aux captifs, qui sont parqués dans des camps de concentration, tout simplement, où ils sont mis au travail forcé dans des conditions d'hygiène déplorables et où les taux de mortalité sont extrêmement élevés. Et c'est ce conflit-là, donc 1904-1908, qui décime, enfin fait plus que décimer au sens littéral, qui tue une très grande partie de la population héréro. On estime que sur à peu près 60 à 80 000 personnes en 1904, au début de la guerre, 1903-1904, sur ce nombre-là, 16 000 ont survécu. On passe de, mettons, 70 000 pour couper en deux entre 60 et 80 000 à 16 000. Et chez les Nama, le taux de mortalité est estimé à environ 50%. C'est à peu près aussi le taux de mortalité dans les camps de concentration où sont internés les captifs, qui incluent aussi les femmes et les enfants. Ces pratiques-là, c'est très important de le dire, ne sont pas du tout consensuelles en Allemagne et en Europe. Il y a des critiques très vives qui s'élèvent contre les commandants, Lothar von Trotha notamment, qui donne les ordres à ce moment-là. Il y a des débats au Parlement à Berlin qui condamnent les exactions commises, les méthodes employées. Et je vous montre maintenant un certain nombre d'images simplement pour remettre un petit peu de, comment dire, donner un peu de réalité à ce que je viens de dire. Ce que vous voyez là, c'est une carte postale qui montre, d'avant la guerre évidemment, hein, qui montre Hendrik Witbooi, donc le principal chef Nama, à cheval avec ses
ses officiers. Encore une fois, on voit aussi à quel point on est loin là de l'imaginaire du pagne, de l'assagais et du bouclier peint. Encore à gauche, là, les Namas, à droite, le chef Herrero, Samuel Maharero. Et ici, des images de l'armée allemande dans l'uniforme colonial. On les reconnaît facilement, les soldats des armées coloniales allemandes, mais ils ont toujours le chapeau remonté d'un côté. C'était le chapeau réglementaire, avec leur uniforme gris. Et vous voyez quelques images qui rappellent un petit peu des images des armées européennes de la deuxième moitié du 19e siècle sur des champs de bataille ailleurs qu'en Namibie. Et cette image-là, qui est très intéressante parce qu'elle montre le traitement médiatique du conflit dans un pays étranger, et en plus dans un pays étranger plutôt hostile à l'Allemagne. En France, on n'en profite pas pour dire que les Allemands sont brutaux, que les Allemands sont les ennemis de la France, que c'est bien fait pour eux si ils ont du mal à réprimer une révolte en Afrique. Ils sont représentés exactement comme les dessins et les toiles de l'époque représentent systématiquement les batailles dans les colonies. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression, en regardant ces images, que ce sont les colonisateurs qui sont assaillis, qui sont assiégés, qui repoussent un assaut. Ils sont toujours un peu en hauteur, toujours un peu en surplomb. Et ils sont, eux, ordonnés. Ils ont une attitude... Vous voyez, là, il y a ceux qui sont agenouillés, qui tirent, ceux qui sont debout derrière et qui commandent. Et en face, vous avez même en haut ceux qui observent le champ de bataille avec une longue vue, un télescope. Et en face, vous avez quelque chose de beaucoup plus désordonné, avec, malgré la présence d'un uniforme qui rappelle celui que vous venez de voir de Samuel Maharero, cet imaginaire, encore une fois, du pagne, de l'assagais et du bouclier peint qui joue à plein, et qui oppose vraiment deux civilisations, ou une civilisation qui se considère comme la civilisation et son contraire. Encore quelques images de cela, et vous voyez là à droite donc des captifs. Je vous disais que ça incluait des femmes et des enfants. Vous voyez toute la ribambelle d'enfants assis devant les adultes, qui sont faits prisonniers aussi et internés dans les fameux camps de concentration où la mortalité est très élevée. Sur les camps de concentration, juste une toute petite chose, les camps de concentration n'ont pas été inventés par les Allemands en 1904, 5, 6, 7. C'est en fait quelque chose qui date de la fin du 19e siècle et qui a déjà été utilisé dans d'autres contextes militaires coloniaux notamment, par les Espagnols à Cuba, par les Américains aux Philippines à la toute fin du 19e siècle, par les Britanniques pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud. Et j'arrive donc au dernier point. Ce génocide des Herero et des Namas, surtout des Herero en termes purement quantitatifs, en fait, peut être qualifié de génocide principalement à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire du taux de mortalité qu'il a causé dans la population visée. Parce que pour ce qui est des méthodes, pour ce qui est de la manière dont la guerre est menée, la distinction avec ce qui a été fait ailleurs par d'autres armées sous d'autres drapeaux est assez insignifiante, disons. Mais le fait qu'on passe d'une population de 70 000 à 16 000, donc qu'on tue une très grande partie d'une population, d'un peuple, ça c'est quelque chose qui mérite véritablement le qualificatif de génocide, qui a été reconnu récemment, enfin, par le gouvernement allemand. Et c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Pas de la controverse historiographique sur les continuités entre le colonialisme et le nazisme, parce que ça serait très long, il faudrait faire un autre cours. Mais je vous disais tout à l'heure, les Allemands ont perdu leur colonie suite à la défaite de 1918, et en réalité, ils les ont même déjà perdus avant, à l'exclusion de la colonie d'Afrique de l'Est, où un général allemand a fait tourner en bourrique les Anglais pendant 4 ans et leur a échappé, même s'il a perdu le contrôle de la colonie. Les Allemands ont perdu leur colonie dans les premiers mois de la guerre.
Ils ont été attaqués dans leurs colonies par les Alliés. Ils ont été attaqués par les Britanniques, par les Français, par les Japonais aussi en Chine. Les Japonais étaient du côté des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Et donc les Allemands ont perdu de fait leur colonie dès 1914 et ils ont perdu leur colonie en droit international et même le droit de coloniser, ce qui a été particulièrement mal vécu, par le traité de Versailles. L'Allemagne est en fait punie par le traité de Versailles pour avoir failli à la mission civilisatrice du colonisateur. Et c'est une des raisons pour lesquelles le traité de Versailles a du mal à passer dans de grandes parties de la société allemande, et particulièrement parmi ceux qui étaient favorables à la colonisation, c'est que l'Allemagne se voit privée de ses colonies et privée en quelque sorte de la dignité du colonisateur. Parce qu'elle aurait en quelque sorte failli, par sa brutalité manifeste pendant la Première Guerre mondiale, notamment les atrocités commises en Belgique au début de la guerre, à son statut de pays civilisé. Et cet argument-là passe très mal en Allemagne, notamment parce que beaucoup de soldats allemands et de lecteurs de la presse à l'arrière en Allemagne ont vécu comme une sorte de déloyauté et comme un traumatisme le recours massif aux troupes coloniales par les Français et les Britanniques sur les théâtres d'opération européens. Et ce que vous voyez là, ce sont des caricatures qui datent, celle du milieu date de la Première Guerre mondiale de 1916, celle de droite date de 1920, et celle de gauche entre les deux. Ce que vous voyez là, c'est la propagande dans la presse satirique, encore une fois, anti-française. Et ce qui est reproché aux Français, c'est d'avoir utilisé des moyens qui étaient indignes en faisant se battre contre des soldats allemands, donc européens, donc blancs, donc considérés comme supérieurs, des soldats africains. Et là, vous voyez tous les clichés racistes réunis en 3 images, quasiment le singe, la danse, l'os dans le nez, le crâne, le couteau sanguinolent. Et la caricature de gauche, hein, c'est La moisson de Boudou Badabou. C'est le titre sous lequel cette caricature a été publiée en Allemagne, avec un titre en français. Et la moisson, c'est une moisson de tête. Et c'est cette idée-là que la France a recouru à des moyens déloyaux et des moyens en dessous, en fait, de ce qu'un coup sous la ceinture, en quelque sorte, pour utiliser le vocabulaire de la boxe. Ça passe d'autant plus mal après ça passe mal après la disposition du traité de Versailles, l'article 119, qui retire à l'Allemagne ses colonies. Et ça passe d'autant plus mal, c'est ça que je voulais dire, pardon, que la France utilise à nouveau des troupes coloniales en nombre pour occuper la rive gauche du Rhin au début des années 20. Et là, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure à propos des Hérault en 1904, toute une campagne qui est assez typique de la propagande de la Première Guerre mondiale aussi autour du viol, autour de la menace qui pèserait ou qui planerait sur les femmes allemandes à cause de la présence de tous ces soldats noirs africains sur les bords du Rhin. Donc l'Allemagne n'a plus de colonies à partir de 1919 de façon officielle et depuis 1914 de façon factuelle. Et ce qui va se produire, en fait, c'est une sorte de rémanence ou de survivance, une sorte de nostalgie des colonies. Ça fait partie des choses dont on a été privé par le traité de Versailles en Allemagne. Et ce qu'on va retrouver dans la propagande, et particulièrement dans la propagande nationaliste, propagande d'extrême droite, et dans la propagande nazie à partir du milieu des années 20, c'est l'idée que l'Allemagne est privée de quelque chose auquel elle aurait droit. On retrouve le consensus colonial dont je parlais tout à l'heure, et qu'elle est en quelque sorte entravée dans son développement de façon injuste par les autres colonisateurs qui, eux, s'adjugent des colonies, en profitent, alors que l'Allemagne n'en a pas. Là, ce que vous voyez, c'est une affiche de propagande de 1935, donc sous le nazisme, du Reichskolonialbund, donc la fédération coloniale, qui
montre très bien, qui, en une image, montre en quelque sorte l'Allemagne enfermée dans sa situation de pays sans colonie, privée de l'accès, ce qui se trouve derrière les barreaux, privée de l'accès à l'Afrique, privée de l'accès, encore une fois, aux palmiers, que vous avez vu déjà sur l'image tout à l'heure. Et pour terminer là-dessus, avant de passer à la conclusion, donc vous voyez là aussi en 1936 un camion de propagande qui fait le tour de villes dans l'Allemagne du Sud-Ouest, avec cette argumentation, pas de colonies, pas de matières premières, pas de matières premières, pas de travail, nous avons besoin de colonies. Hein, c'est un argument économique qui est avancé, qui est aussi le raisonnement tenu par Hitler dans Mein Kampf, par exemple, et par les nazis ensuite, sur l'idée que l'Allemagne, sans possession en dehors de son territoire, en dehors des frontières de la République de Weimar, ne peut pas subsister, ne peut pas se maintenir et a droit, par conséquent, à des conquêtes, droit à des territoires qui vont lui être asservis et qui vont être exploités à son profit. Et cette idée-là, on la retrouve là très bien sur ce dessin anonyme fait pendant la guerre, en 1943, où on voit vraiment, comme dans les atlas pour les enfants, avec les richesses figurées sous forme de petits dessins, ce qui est les différents produits industriels et agricoles qui sont censés bénéficier aux Allemands, et cette fois non plus en Afrique, mais en Europe de l'Est, avec cette colonisation et cet asservissement et cette exploitation de territoires en Europe de l'Est qui est présentée comme ça par Hitler aussi dans Mein Kampf, encore une fois, comme un remplacement, comme quelque chose qui vient compenser le fait que l'Allemagne ne bénéficie pas, contrairement aux Français, contrairement aux Britanniques, d'un territoire suffisamment grand et de colonies qui permettent de l'alimenter. Les Américains sont encore un cas à part, ils ont un territoire suffisamment vaste. Parler de consensus colonial, je terminerai là-dessus. Même un démocrate comme Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale à partir de 1949, en 1927, à l'époque où il était encore maire de Cologne, faisait partie des gens qui disaient que l'Allemagne devait chercher à acquérir des colonies parce qu'elle avait besoin d'espace pour son peuple. En 1926, un écrivain, Hans Grimm, publie un roman qui s'appelle Volk ohne Raum, donc Peuple sans espace, qui devient un best-seller incroyable et dont le titre, Volk ohne Raum, donc Peuple sans espace, sera presque un slogan après, sous le nazisme. Et pour conclure, l'Allemagne est donc une des dernières puissances européennes à se lancer dans la conquête d'un empire colonial et aussi la première à le perdre. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de l'histoire coloniale allemande. L'Allemagne n'a pas été confrontée au problème de la décolonisation. L'Allemagne a perdu ses colonies d'un coup. Elles lui ont été prises d'un coup. La décolonisation n'a pas eu lieu en Allemagne. Et ça explique aussi pourquoi, pendant longtemps, le passé colonial a été un peu absent du débat politique, des mémoires, des manuels scolaires en Allemagne. Et maintenant, les historiens évoquent une sorte de retour du refoulé colonial avec un intérêt récent, depuis 10-20 ans, pour cette page de l'histoire allemande. Et il y a actuellement en Allemagne des débats intenses autour de la question des restitutions, notamment d'œuvres d'art, d'objets précieux, d'objets de culte, et autour des traces notamment laissées dans la toponymie, les noms de rues, les noms de casernes aussi, les noms. Il y a un certain nombre d'anciens officiers coloniaux qui avaient donné leur nom à des casernes, dont une grande partie a été débaptisée récemment. Donc c'est pour conclure un exemple à la fois typique et atypique du colonialisme européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors si vous le voulez bien, on va prendre un instant pour répondre à des questions, si mon micro... Par intermittence, ça a l'air d'aller mieux, je ne sais pas. Au micro peut-être. Je vous le ramène. Désolé pour ce petit problème technique. Alors, la personne qui avait levé la main. Ouais. Merci pour votre exposé qui fait le point sur une question qui est en général tout à fait méconnue. Vous avez indiqué
que le caractère de génocide attribué à la colonisation allemande, au moins en Namibie, est justifié par le nombre extravagant de victimes. Mais est-ce que c'est là un caractère suffisant? Est-ce que ce que vous-même vous nous avez dit et ce que le film a montré n'expose pas une volonté arrêtée de détruire sciemment un peuple parce que c'est ce peuple-là et qu'il n'est pas l'égal du peuple allemand et que donc il n'a rien à faire sur Terre? Encore qu'on pourrait peut-être discuter que qu'il n'a pas été détruit uniquement parce que c'est un peuple inférieur, puisqu'on l'a utilisé pour travailler dans l'intérêt du colonisateur. Alors, je lui redonne tout de suite le micro, en espérant que le deuxième marche, ça simplifiera la chose. Et en fait, la question est comment dire, est posée et traitée par les militaires allemands eux-mêmes. Alors, pour ce qui est de... Le projet d'extermination est un projet qu'on peut attribuer à Lothar von Trotha. Le général Lothar von Trotha a dit et répété qu'il voulait en finir avec les héros. Le reste des responsables allemands, notamment Leutwein, n'avaient pas du tout la même approche et justement avaient aussi des arguments économiques, puisque le pays est peu peuplé, on a besoin de main-d'œuvre. Effectivement, si on tue tout le monde, d'un point de vue cynique et pratique, c'est pas très intéressant. Le fait qu'ils étaient considérés comme inférieurs, c'est une évidence. Enfin, tous les colonisés étaient considérés comme inférieurs, mais on avait besoin dans les colonies décoloniser. C'est quelque chose c'est une vérité fondamentale de la vie dans les colonies. Les colonisés sont indispensables. Là, le génocide, c'est déjà, il est déclenché. Au départ, c'est une opération de répression, c'est une opération punitive après des assassinats. Donc, il y a une dimension de châtiment qui sous le commandement de Trotha, prend une dimension génocidaire. Et il y a par ailleurs, notamment chez Leutwein et des gens plus modérés, disons, que Trotha, la conviction que les héros sont voués à disparaître. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans l'esprit de beaucoup de colonisateurs, l'idée que les colonisés représentent en quelque sorte un stade dépassé ou superflu, devenu superflu de l'humanité, et que, en gros, il faut les utiliser tant qu'ils sont là et les laisser mourir lentement ou disparaître lentement au fur et à mesure que le monde se civilisera, pour utiliser le terme employé à l'époque. Et ça, c'est l'approche, en quelque sorte, l'approche graduelle du devenir des colonisés. Dans le cas du génocide des Herero et des Nama, on peut vraiment attribuer une grande partie de la responsabilité à certains officiers, notamment von Trotha, et à une sorte de perte de contrôle sur place, mais qui n'est pas... Il n'y a pas de volonté, au-delà de Trotha et de quelques autres officiers, il n'y a pas de projet allemand ou de projet du gouvernement allemand ou même du gouverneur Leutwein en Namibie de se débarrasser en quelques années de la population locale. Au contraire, il y a la considération économique que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que, particulièrement dans un territoire aussi peu peuplé, on a besoin de population et on a besoin de décoloniser. J'espère que j'ai répondu aux différents aspects de la question. Oui ? Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, on va commencer là et puis ensuite un peu plus haut. Bonsoir. Est-ce que malgré la courte colonisation, il y a eu quand même des retours positifs sur la culture allemande, sur les artistes allemands? Oui, alors sur les artistes, il y a eu un engouement chez certains artistes allemands, notamment chez certains peintres, autour de 1900,
ce qu'on peut appeler le monde colonial, en tout cas pour une sorte d'exotisme. Et on a ça chez certains expressionnistes, notamment. Je pense à Nolde, par exemple. Mais en fait, comment dire, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début du cours, c'est-à-dire que il n'y avait pas forcément besoin que les Allemands eux-mêmes soient une puissance coloniale pour que ces imaginaires de la colonisation, de l'Afrique, une sorte du primitif en quelque sorte, jouent un rôle pour les artistes. Parce qu'à partir du moment où il existe des colonies françaises, britanniques, européennes, ces choses-là sont présentes en fait, et il n'y a pas vraiment besoin que l'Allemagne soit une puissance coloniale attitrée pour que les artistes allemands se saisissent des motifs exotiques ou coloniaux. Mais oui, probablement que, en tout cas, ça a joué un rôle dans la biographie de certains artistes, parce que certains, je repense à Nolde, ont fait des voyages et sont allés visiter des possessions coloniales. Et en général, quand on faisait ce genre de voyage, comme ça c'était très long et que ça coûtait très cher, on n'allait pas voir que les colonies allemandes, déjà parce qu'en termes de logistique c'était un petit peu compliqué, il fallait quand même s'arrêter dans des endroits qui étaient sous domination britannique ou portugaise. Et on en profitait pour faire un tour. Nolde, par exemple, est allé dans le Pacifique comme ça, avec sa femme, il me semble, dans les années 1900. Merci. Alors, autre question de la salle, je crois. J'ai entendu dire que quand les soldats noirs des Alliés étaient pris par les Allemands, que ce soit pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient très vite exécutés. Oui, c'est possible. C'est possible que... Alors là, je suis pas suffisamment spécialiste pour vous répondre avec une certitude absolue, mais c'est tout à fait possible qu'on ait eu moins tendance à faire des prisonniers quand on avait affaire à des soldats des troupes coloniales. Encore une fois, ça repose beaucoup sur une peur qui est diffusée par la propagande. Les soldats allemands, et d'ailleurs c'était une propagande aussi... des Alliés, une propagande nourrie aussi par les Français pour faire peur aux soldats allemands, cette idée que les soldats africains sur le champ de bataille étaient des bêtes, que les soldats sur le champ de bataille, le soldat africain était très fort, très, très féroce, et en plus prêt à mutiler son adversaire. Les mutilations, c'est un outil aussi de la propagande militaire dans d'autres conflits. Faire peur à son adversaire en mutilant ses cadavres, en coupant des oreilles, en faisant des collections de têtes. C'est quelque chose de très ancien, mais qui est toujours présent dans... et cette crainte-là, j'ai beaucoup de soldats allemands, la crainte de se faire couper les oreilles, la crainte de se faire scalper, ou ce genre de choses, a pu les pousser à tuer les soldats africains sur lesquels ils mettaient la main. Et ça s'ajoutait évidemment au racisme très largement diffusé et à l'idée qu'ils valaient moins que les soldats européens. Oui, alors je vais vous passer le micro. Juste avant, peut-être une question. Je crois que vous avez participé aussi à l'édition critique, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai cité Mein Kampf. Avec une grande équipe de scientifiques, d'universitaires. Oui. Petite question sur justement Hitler. Alors vous rappeliez que suite au traité de Versailles, l'Allemagne ne pouvait plus a priori posséder de territoires coloniaux. Est-ce que Hitler, lui, vous vous rappelez aussi que peut-être les Allemands disaient puisqu'on ne peut pas avoir de colonies, il faut qu'on puisse s'étendre à l'Est, etc. Est-ce que dans l'esprit d'Hitler, il y avait un regret de ne pas avoir de colonies en Afrique, ou est-ce que ce n'était pas forcément quelque chose qui l'intéressait et il était peut-être plus intéressé par d'autres théâtres d'opération? Non, l'Afrique et les possessions outre-mer ne jouent pas un rôle très important dans le discours d'Hitler. Ce qui joue un rôle important, c'est plus la comparaison avec les grands États ou les grandes puissances. Et dans ce cas-là, en fait, il fait des comparaisons avec les États-Unis, l'Union soviétique et l'Empire britannique. Et en gros, il dit que dans deux de ces cas, ce sont des pays-continents. L'Union soviétique et les États-Unis sont des pays-continents qui se suffisent en quelque sorte à eux-mêmes par leur amplitude, et que l'Empire britannique, c'est l'empire colonial par excellence. Et que pour rivaliser avec ces puissances-là, l'Allemagne a besoin de plus de territoire et besoin de richesses supplémentaires.
d'avoir une plus grande population et de bénéficier de l'exploitation d'un territoire plus vaste. Mais il n'y a pas d'expression d'un regret quant à la possession de colonies en Afrique. Il le dit, même il y a un passage dans Mein Kampf, alors je ne me souviens plus exactement dans quel chapitre c'est, qu'en quelque sorte la page de la colonisation allemande en Afrique est tournée et que maintenant il faut se tourner justement vers l'expansion à l'Est. Merci beaucoup. Alors, je crois que le monsieur avait levé la main pour une autre question. C'était par ici? Non? Oui? Pardon. Ottomans et Allemands étaient alliés en 14. Est-ce que les Allemands ont aidé les Turcs lors du génocide arménien de 15? Aider, non. Non. C'est-à-dire que l'armée turque a été pendant de longues années a bénéficié de ce qu'on appelle maintenant, je ne sais plus exactement quel est le terme utilisé dans les forces armées, mais de l'expertise de certains officiers allemands qui allaient faire en quelque sorte du consulting en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman. Mais pour ce qui est du génocide arménien de 1915, on n'a absolument pas d'attestation de la présence de troupes allemandes ou d'officiers allemands sur place. Non, il n'y a pas de. Il y a un traité d'alliance entre les deux États. Les Allemands n'avaient pas d'unité militaire présente dans la région, en Anatolie, en 1915. Ils avaient besoin de toutes leurs divisions ailleurs. En revanche, je crois que lors de la reconnaissance du génocide arménien par l'Allemagne, par l'État allemand, il semble que l'Allemagne ait émis des regrets finalement d'avoir été, de ne pas avoir pu empêcher, puisque la Turquie, enfin l'Empire ottoman était allié de l'Allemagne, de ne pas avoir pu empêcher le génocide à l'époque. Oui, il me semble, oui, mais c'est beaucoup plus tardif. Oui, enfin, c'était il y a quelques années, 2016. Ouais. Ouais. Le documentaire qui précédait se termine sur des demandes d'excuses. Oui. Mais le documentaire date de 2012. Oui. 10 ans sont passés. Quelle est la position de l'Allemagne depuis? J'ai lu dans la presse qu'elle avait fait des promesses de réparation pour un montant important, oui. 1 milliard d'euros sur 30 ans, il est oui. vrai. Mais est-ce que les excuses demandées ont été présentées? Il me semble que les excuses ont été présentées. Alors là, j'avoue que je suis un peu embêté pour vous répondre précisément parce que je ne me souviens plus exactement du nom de la personne en question. Mais il me semble qu'en 2016, si ma mémoire est bonne, le ministre fédéral, je crois que c'était le ministre fédéral de l'aide au développement, un ministère relativement subalterne dans l'ordre protocolaire du gouvernement, a présenté des excuses. Je ne me souviens plus du nom de cette personne, mais donc ça a été considéré à la fois comme un pas important et comme quelque chose d'insuffisant parce que c'était le ministre de l'aide au développement et pas le chancelier ou le ministre des Affaires étrangères. Et la question des réparations est effectivement un sujet présent et difficile depuis longtemps. Parce qu'en fait, le principal problème qui se pose, outre le fait que les réparations sont toujours un sujet délicat pour tous les États, c'est la question des bénéficiaires. En fait, l'Allemagne a exclu de payer la Namibie. L'Allemagne a exclu de verser des réparations à l'État namibien. Notamment en arguant du fait que l'État namibien n'existait pas en 1904 et que la réparation, si elle a lieu, doit aller à d'autres. Après, la question qui se pose, c'est qui doivent être les bénéficiaires et s'ils sont, forcément, ils seront plusieurs, comment répartir l'argent, créer une sorte de fonds ou de société à laquelle pourrait... un fonds auquel pourraient prétendre les descendants des victimes, mais comment justifier ces réclamations? En fait, c'est une question juridique très, très difficile à résoudre, si on la pose comme ça en tout cas, et si on exclut de donner une somme à l'État namibien.
Et pour l'instant, on en est là. La question des réparations, si j'ai tout bien suivi, est à peu près à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il y a eu formulation d'une volonté de verser une réparation, alors pour un montant très élevé. Et toujours, comme toujours pour ce genre de montant, ça me fait penser aux 100 milliards qui viennent d'être débloqués pour l'armée en Allemagne. 1 milliard, 100 milliards, c'est toujours des chiffres ronds qui sont censés évoquer une sorte d'abondance. Mais la question des bénéficiaires, des destinataires de ces réparations est compliquée. Voilà, je crois qu'il est l'heure de nous séparer. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci à Olivier Bézet. Merci pour votre accueil.